Maintenant, on a un programme très, très dense. On va passer à une autre table ronde. Le thème de cette table ronde, c'est comment assurer l'autonomie, une autonomie financière des seniors. En fait, c'est une table ronde un peu particulière. Ceux qui connaissent la chaire savent que nous avons un programme avec le Crédit Agricole qui rentre dans l'axe qu'on appelle valorisation des patrimoines, qu'on a démarré il y a un peu plus de 2 ans maintenant et qui vise à expérimenter un mode de valorisation du logement des seniors qu'on a appelé le programme Valor. Et ce programme était conçu et animé par un ami qui était Arnaud Scuderoni, qui est devenu un ami, puis un chercheur associé à la chaire et qui portait ce projet-là pour le Crédit Agricole. Et malheureusement, il y a moins d'un mois, il a disparu brutalement, ce qui donne évidemment à nos travaux un côté un peu dramatique. Mais pour autant, cela continue. C'est une question absolument passionnante. Avec Arnaud, nous souhaitions aller un peu plus loin que simplement expérimenter des produits, mais avoir une cartographie, en quelque sorte, des besoins des seniors et des familles de seniors, qui sont évidemment très différents d'une situation à l'autre. Et nous nous proposions de lancer cette cartographie avec Amundi et Marie Brière, pour rester dans le club du Crédit Agricole. Et on va discuter de ça aujourd'hui, si vous le voulez bien. Ce programme de valorisation des patrimoines, il avait été conçu avec le Crédit Agricole comme étant un programme de place. C'est-à-dire que les solutions découvertes appartenaient à la place financière de Paris et pouvaient être répliquées dans d'autres réseaux bancaires ou d'autres réseaux d'organisations financières. Nous avions aussi le souci, et c'était un des objectifs très, très marqués, une volonté en particulier de Jean-Hervé Lorenzi, d'étendre ce dispositif à des ménages plus modestes, qui ont des patrimoines plus modestes ou peut-être moins négociables, avec peut-être un portage d'une garantie publique. Et c'est dans tous ces débats que nous allons examiner aujourd'hui. La table ronde va réunir Marie Brière, qui est chef économiste à Amundi et en charge de l'investissement et à qui je vais donner la parole pour 7 à 8 minutes. Mais auparavant, je voudrais remercier Jacques-Henri Derville, André Masson, Mathilde Viennot et Laurent Soulade d'assister à nos débats. Marie, si tu veux bien prendre la parole. Oui, bonjour François-Xavier, bonjour à tous. Et d'abord, un grand merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Avant même de commencer, j'aurais voulu saluer la mémoire d'Arnaud, qui nous a effectivement tristement quittés, et puis l'énorme travail qu'il a effectué, son grand enthousiasme là dans les travaux qu'il développait pour Crédit Agricole Assurance. Et j'espère qu'on pourra continuer malgré sa disparition. En tout cas, je pouvais compter sur moi. Voilà. Alors, comment assurer l'autonomie financière des seniors? Donc, c'est une question très importante aujourd'hui parce qu'on vit une situation inédite et délicate liée à l'augmentation de la durée de vie, mais également combinée à un contexte de taux très bas qui met tous les systèmes de retraite, je dirais, qu'ils soient par répartition ou par capitalisation, en grande difficulté. On le voit, la couverture offerte par les systèmes de retraite par répartition diminue tendanciellement quand on regarde les taux de remplacement. Mais quand on regarde les systèmes financés, donc les systèmes de fonds de pension, ils connaissent également des problèmes de soutenabilité. Alors, la conséquence de ça, c'est d'aller vers une individualisation, qu'on le veuille ou non, des prestations de retraite. C'est-à-dire que les systèmes collectifs qu'on connaissait, qu'ils soient par répartition ou par capitalisation, mais on a de la capitalisation collective dans les systèmes defined benefits, à prestations définies, organisaient un mécanisme de partage des risques, un mécanisme de partage intergénérationnel, donc entre générations, par exemple des risques de marché ou du risque de longévité, mais également entre l'État ou l'employeur et les individus. Et ce mécanisme de partage des risques était particulièrement important et intéressant. Dans les systèmes où on se dirige vers plus d'individualisation, malheureusement, il disparaît. Alors, au profit d'une plus grande flexibilité, on pourrait dire, la capacité d'adapter les produits aux préférences d'individus qui peuvent être potentiellement hétérogènes. Donc ça, c'est pour la bonne nouvelle, mais au prix de risques plus élevés pour les individus, puisque l'individu est porteur, in fine, des risques, risques de marché, risques de longévité.
Alors, pour assurer l'autonomie des seniors, on a donc des besoins grandissants de produits d'épargne individuelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les seniors ont en moyenne un patrimoine plus élevé que la tranche 25-64 ans. Le niveau de vie des seniors a progressé au fil des générations. Ça, c'est dû à des carrières plus complètes, des salaires plus élevés, une extension du travail féminin, et puis la mise en place de minima de pension, de régimes complémentaires. Et en plus de ça, les seniors ont l'occasion d'hériter, de se constituer un patrimoine par l'épargne. Donc, quand on regarde les chiffres agrégés, le patrimoine des seniors brut est en moyenne supérieur de 14% à celui des 25-64 ans. Donc, il y a un patrimoine à mobiliser, mais attention quand même parce que ça cache une assez grande hétérogénéité individuelle. 7% des seniors sont en situation de pauvreté. Alors certes, ce chiffre est moins important que dans que chez les actifs, hein, où ça représente 13%. Mais malgré tout, il y a d'assez importantes différences selon les individus. Et il y a deux populations, on va dire, peut-être un peu à risque, donc qui sont plus vulnérables, les femmes. Hein, elles sont plus vulnérables à la retraite parce qu'elles cotisent moins, elles ont des salaires inférieurs, elles font face à plus d'interruptions de carrière. Quand on regarde le montant brut moyen de pension de droit direct, c'est 1 050 € pour les femmes, 1 730 pour les hommes. Hein, je cite là les chiffres du corps. Et puis, deuxième catégorie plus risquée, ce sont les personnes qui font face à des chocs adverses de santé. Alors, il faut savoir que donc on vit plus vieux, hein, l'espérance de vie à 60 ans est de plus de 27 ans pour les femmes, 23 ans pour les hommes, mais l'espérance de vie sans incapacité n'est que de 13 ans pour les femmes et 10 ans pour les hommes à 60 ans. Hein, donc, on vit potentiellement une période assez longue où on est partiellement en incapacité. Et donc, la grosse difficulté, il y a malheureusement encore peu de travaux, enfin, ou pas assez de travaux sur ces questions, c'est d'évaluer les dépenses qui restent à charge. Alors, il y a eu une enquête Share au niveau européen qui montre qu'en moyenne, 2,6% des revenus nets des individus restent à la charge des individus en cas de perte d'autonomie. Mais dans le cas de 3% des ménages, ces dépenses peuvent atteindre 15% du revenu. Donc, c'est potentiellement assez substantiel. Alors, quels sont les besoins à la retraite? Si on essaye de les classer très schématiquement, je dirais qu'il y en a 3. Il y a d'abord couvrir les besoins de liquidité, c'est-à-dire couvrir les dépenses imprévues, exceptionnelles, les dépenses de santé auxquelles il faut faire face ou autres. Deuxième besoin, sécuriser les besoins de consommation essentiels, c'est-à-dire générer des flux de revenus réguliers, pas forcément constants, parce que les besoins de consommation ont été mesurés, ils ont plutôt une forme en U, c'est-à-dire qu'ils sont plus élevés en début de retraite et en fin de retraite qu'en milieu de retraite. Alors en début, parce que souvent on a encore les enfants à charge, en fin, parce qu'il y a ces fameuses dépenses de santé liées aux problèmes d'invalidité. Mais donc, sécuriser des flux de revenus qui peuvent varier en fonction de l'âge. Et puis, troisième besoin essentiel, quand on a suffisamment de capital, ça va être de transférer du capital à sa descendante. Alors, si on regarde l'offre de produits d'épargne qui sont, d'épargne individuelle à la retraite qui sont disponibles, est-ce qu'ils couvrent ces besoins essentiels? En réalité, on a deux solutions, grosso modo, qui sont ouvertes aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire que l'individu peut soit placer librement son capital et y puiser selon ses besoins. Mais le problème, c'est que ça lui fait courir naturellement le risque d'épuiser son capital avant le décès. Et ça ne vise pas cette solution à générer des revenus cibles et à faire une projection de ces revenus. Deuxième solution, c'est la solution assurantielle, la rente viagère. Alors, l'avantage de cette solution, c'est que l'individu est protégé contre le risque de longévité. Mais problème, seules les rentes fixes et immédiates sont disponibles dans la plupart des pays. Or, le problème aujourd'hui, dans un contexte de taux bas, c'est que la rente fixe est très, très onéreuse. Et puis, autre inconvénient, elle n'offre pas de couverture du risque inflationniste, pas de possibilité d'investir dans des actifs risqués et donc de capter la potentielle prime de risque, par exemple, sur le marché action. Et puis, autre facteur qui fait que les gens n'aiment pas beaucoup, les individus n'aiment pas beaucoup les rentes viagères, c'est que la conversion est irréversible. C'est-à-dire que le capital est inutilisable en cas de dépenses imprévues, il ne peut pas être transmis. Donc, en pratique, on constate que les gens ont peu d'appétit pour les rentes viagères. Dans les pays où on a supprimé la mutualisation obligatoire, comme au Royaume-Uni, par exemple, en 2011, on a vu une chute des contrats vendus. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer dans ces conditions comme solution innovante pour cette période de la retraite?
Première chose qu'on peut proposer, mais je pense que vous y reviendrez, notamment André se développera certainement ça plus longuement. Premier élément, liquéfier son patrimoine immobilier, si on en a besoin. Ça peut être via une vente en viager occupé, comme le projet Valor, c'était l'idée, ou faire un prêt viager hypothécaire, et les travaux de la chaire, là, en partenariat avec Crédit Agricole Assurance, allaient vraiment dans cette direction de proposer des nouveaux produits vraiment innovants pour permettre cette liquéfaction du patrimoine. Deuxième élément, qui d'ailleurs n'est pas du tout incompatible, au contraire, ces éléments peuvent se combiner, c'est de placer l'épargne disponible pour générer des revenus cibles en maintenant idéalement une exposition aux actifs risqués. Je rappelle, dans un contexte de taux bas, il est difficile de s'abstraire d'un peu d'actifs risqués dans le portefeuille. Alors, comment faire ça? Ça peut être via des rentes variables, c'est-à-dire des rentes qui investissent, par exemple, sur le marché action, donc qui protègent l'individu contre le risque de longévité, mais lui permettent de participer au moins en partie à la performance du marché action. Ou bien ça peut être fait via des produits financiers d'investissement de décumulation programmée, et ce sont des choses qu'on a en chantier chez Amundi. Et puis, ça peut être, ça serait vraiment très intéressant, ça n'existe pas encore aujourd'hui sur le marché, mais une combinaison de ces différentes briques, donc notamment combiner des produits d'investissement et combiner avec des rentes. On peut par exemple imaginer un produit d'investissement avec une rente différée, qui permet, donc vous avez une décumulation programmée sur la première phase et une rente différée qui permet de couvrir les besoins financiers du 4e âge, par exemple. Ou un produit d'investissement combiné à une stratégie graduelle de conversion en rente qui a l'avantage de maintenir une flexibilité quant à la part d'actifs bloqués et de jouer sur le timing de conversion en rente, puisqu'il peut s'adapter au contexte de marché. Typiquement, on peut réduire la conversion en rente quand les taux sont extrêmement bas, comme c'est le cas aujourd'hui, et la réaugmenter si les taux remontent. Alors, je voudrais quand même souligner que donc, sur le papier, la solution théorique existe. Il y a des travaux académiques là-dessus. Donc là, je vous cite la solution optimale d'un point de vue théorique. La difficulté, c'est qu'il y a peu d'appétit des assureurs quand même à vendre des rentes différées. Et quand vous discutez avec les assureurs, ils vous expliquent que en fait, c'est lié à un très fort coût du capital réglementaire, lié à l'exposition au risque systématique de longévité. Donc, il y a quand même un problème d'offre. En fait, c'est qu'avec la régulation actuelle Solvency II, c'est difficile pour un assureur d'offrir ce type de produits, notamment les rentes différées. Alors là, je pense qu'on devrait collectivement réflechir à d'autres solutions, et notamment réfléchir à des partages des risques. On voit bien que la solution de l'individualisation à tout crin est certainement pas une solution optimale. Donc, réfléchir à des contrats qui permettent un partage des risques entre l'assureur et l'individu. Quel est le problème des rentes différées? Comme je disais, c'est qu'il y a une exposition. L'assureur est exposé au risque systématique de longévité, c'est-à-dire au fait que toute la classe d'âge, toute la population, vive plus vieux que prévu. Et en fait, ce risque-là, au niveau de l'individu, il est assez faible. Le risque que l'année prochaine, toute la classe d'âge vive plus longtemps, en fait, bon, naturellement, il y a une augmentation tendancielle de la durée de vie, donc c'est un risque. Mais pour un individu, à l'échelle de la durée de vie d'un individu, c'est un risque qui est faible. Donc, on pourrait imaginer des contrats, en fait, qui partagent les risques, c'est-à-dire où l'assureur, par exemple, mutualiserait le risque individuel, le risque idiosyncratique de mortalité. Il l'assurerait par pooling, en fait, par mutualisation, mais le risque de longévité systématique, celui qui est très coûteux à l'assureur de porter, pourrait être porté par l'individu. Et donc, simplement, par exemple, en imaginant des contrats, des rentes, mais dont les bénéfices seraient ajustés chaque année en fonction de l'évolution de la longévité. Donc, si toute la classe d'âge vit plus vieux, on réduit un tout petit peu les bénéfices. Donc, je pense qu'il faudrait réfléchir à des solutions innovantes qui permettent aux assureurs de porter certains risques. Juste pour terminer, quelques mots, il y a aussi un élément qui me tient à cœur, qui me semble important, c'est aussi d'accompagner les seniors dans la prise de décisions financières. Les seniors sont vulnérables, notamment au 4e âge. La moitié des adultes de plus de 80 ans font face à une perte de leur capacité cognitive, notamment les problèmes de mobilité réduite, d'anxiété, etc., peuvent affecter les fonctions cognitives. Et on a mesuré que ça conduit à des aptitudes financières plus faibles. Si on mesure les aptitudes financières, elles ont un profil en U inversé au cours de la vie. C'est-à-dire quand on est jeune, on en a assez peu, et puis on apprend au fur et à mesure. Et les personnes âgées, en fait, voient une réduction de ces aptitudes-là.
Et puis ça, c'est couplé aussi, et ça aussi, ça a été mesuré assez récemment, à des problèmes d'impatience. En vieillissant, donc les personnes plus âgées ont des taux d'actualisation beaucoup plus élevés que les personnes plus jeunes. Et cette impatience est souvent associée à des niveaux de plus bas de richesse, à moins d'investissement dans sa propre santé, moins de planification sur la fin de vie. Tous ces facteurs sont des facteurs de risque qui peuvent être aggravants. Alors, face à une complexité croissante des décisions financières et de l'offre de produits, combinée à un contexte de taux bas où la prise de risque est rendue nécessaire, y compris pour les personnes âgées, je pense qu'on a un besoin vital d'outils de planification financière pour les personnes à la retraite. Or, en fait, quand on regarde l'offre disponible, il n'y a pas grand-chose. Il y a des outils de planning financier pour les personnes les plus fortunées. Mais si on regarde les outils peu chers, par exemple les outils les services de robo-advising, ils se concentrent aujourd'hui sur la période d'investissement avant la retraite. Il y a quasiment rien sur la décumulation. Et d'ailleurs, c'est des services qui attirent principalement les jeunes. Donc, on a des besoins dans ce domaine-là. Donc voilà, pour conclure, on a des besoins de produits d'épargne retraite innovants et personnalisés. La phase de retraite, si on doit retenir un message, elle devrait être conçue comme une phase active d'investissement. C'est un prolongement naturel de la phase d'accumulation. On doit potentiellement liquéfier son patrimoine, sécuriser les revenus de remplacement minimum et éventuellement générer des revenus supérieurs via une prise de risque plus élevée. Et dernier point, j'insiste là-dessus, je pense que de l'information à tout le moins, et en tout cas, et si possible, un accompagnement sont nécessaires pour appréhender avec précision la situation financière à la retraite, évaluer ses risques et ses besoins. Et là, je pense que les États, les services les prestataires de services financiers, les établissements financiers ont vraiment un rôle à jouer pour offrir une offre adaptée de services et d'accompagnement financier. Voilà, François-Xavier. Merci beaucoup. Merci, le décor est bien planté. On voit bien que le sujet, c'est d'avoir un panachage de produits disponibles pour les seniors et qu'il ne s'agit pas simplement de réaliser le cash, mais de savoir comment on va le réemployer derrière. Pour compléter ça, peut-être on peut demander à Mathilde Viennot. Mathilde, on la connaît depuis longtemps, elle a été chief économiste de la Fédération française des assureurs. Elle est aujourd'hui économiste à France Stratégie et elle a publié un remarquable papier il y a un an à peu près sur les comptes patrimoniaux des seniors en escomptant la valeur présente de leur retraite qu'ils vont recevoir. Et cette approche assez originale, quand même, lui a permis de dégager quelques enseignements qui vont nous éclairer. Mathilde, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup déjà à la chaire de m'avoir invité et à toi, François-Xavier, pour cette table ronde. Donc, en effet, nous, la question de l'autonomie financière des seniors est revenue sur la table de France Stratégie à l'issue de la création du 5e risque de la sécurité sociale. Parce qu'on s'est demandé, est-ce que finalement, c'est une bonne politique publique parce que je vous rappelle l'objectif de la sécurité sociale qui est de fournir un revenu à ceux qui n'en ont pas. Et est-ce qu'il y a d'autres types de politiques publiques qui pourraient soit venir financer cette 5e branche, soit venir compléter cela. Donc ici, pour véritablement appréhender la situation financière des seniors, il faut en effet regarder leur patrimoine privé, mais aussi l'ensemble de leurs revenus. Et donc, pour pouvoir les comparer et en fait en parler parallèlement, il faut la même métrique. Donc, en effet, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un patrimoine retraite, donc qui est en fait l'équivalent patrimonial des droits à pension, qui est tout simplement la somme actualisée de l'ensemble des pensions des individus depuis leur départ en retraite et jusqu'à leur mort. Ce qui permet de prendre en compte à la fois le niveau des pensions, mais aussi toutes les questions d'espérance de vie et donc toutes les inégalités que cela peut comprendre. Et puis donc bien sûr, ça va être possible ensuite de comparer ce patrimoine retraite avec le patrimoine privé. Donc, ce qu'on trouve, c'est que les individus ont en moyenne un patrimoine retraite de 447 000 €. Donc, ce qui est supérieur de plus de 50% au
au patrimoine privé lors du départ à la retraite, qui est autour de 300 000 euros. Ce qui est très, très intéressant aussi, c'est qu'il est plus élevé pour les femmes. Alors, parce qu'en fait, ce que disait Marie, c'est très juste. Donc, leurs pensions sont plus faibles que celles des hommes. Mais cela va être compensé par une espérance de vie à la retraite plus longue, puisqu'elles vont passer en moyenne 26 ans à la retraite, contre seulement 21 pour les hommes. Et donc, elles vont aussi beaucoup plus toucher la pension de réversion. Donc ça, voilà, c'est en fait du côté du patrimoine retraite. Maintenant, si on regarde le patrimoine privé des seniors, donc c'est aussi ce qu'a dit Marie. Donc on voit bien que la distribution du patrimoine par âge, le patrimoine privé croît avec l'âge. Le maximum est atteint autour de 60 ans avec 300 000 euros. Et alors, même si on se concentre sur les plus de 85 ans, ils ont en moyenne un patrimoine de 250 000 euros, qui est largement supérieur au patrimoine, par exemple, des quadragénaires, qui est autour de 200 000 euros seulement. Enfin, seulement 200 000 euros. Le deuxième indicateur qu'on peut regarder, c'est la part de ménages par âge qui n'a pas du tout de patrimoine. Donc là, ce qu'on voit aussi, c'est que l'absence de patrimoine est très rare chez les personnes âgées. Et en fait, notamment chez les plus de 85 ans, près de 75% des ménages ont un patrimoine supérieur à 50 000 euros. Enfin, donc, et puis là, pour adresser la question de la dépendance, dans l'enquête patrimoine, on peut identifier les ménages dans lesquels au moins un individu est handicapé ou gêné dans la vie quotidienne. Donc là, si on regarde seulement les ménages de plus de 75 ans, dont au moins un membre est handicapé, dans ce cas, leur patrimoine moyen est de 230 000 euros. Donc, il reste toujours supérieur à celui des individus de 40 ans. Donc voilà, donc si on garde vraiment tout cela en tête, maintenant, on peut se poser la question de quelles en fait seraient des bonnes politiques publiques pour assurer l'autonomie des seniors. Donc nous, on en voit surtout 3 qui mériteraient d'être creusées. La première, donc si on considère que soit une partie, soit l'ensemble des coûts de la dépendance doivent être pris en charge par la collectivité, alors il faut chercher des pistes de financement, et l'une serait la taxation du patrimoine au décès. Donc là, nous sommes en train de chiffrer cette année quel en fait serait l'effet de cette taxe des dépendances sur les taux d'imposition des héritages. Un deuxième type de politique publique, donc là, c'est si on considère que la prise en charge des coûts de la dépendance doit être individuelle. Dans ce cas, il faut absolument poser la question de l'efficacité des dispositifs publics qui permettent de mobiliser le patrimoine. Et donc, notamment, réfléchir à favoriser les reprises sur succession, ou potentiellement aussi conditionner les aides dépendances au niveau de patrimoine. Dernière politique publique, c'est bien sûr la question de la solvabilisation des personnes dépendantes par l'activation de leur patrimoine immobilier. Donc sans trop empiéter, j'imagine, sur la présentation d'André Masson,
on sait que le patrimoine des seniors est constitué en grande partie de patrimoine immobilier et notamment de la résidence principale. Et donc, par nature, ces biens sont très peu liquides et le système fiscal français n'incite que très peu à les mettre sur le marché. Sauf qu'une partie de ces biens reste inoccupée quand la personne doit partir en EHPAD. Et donc, il faut absolument que la puissance publique donne des pistes qui permettraient d'activer ces biens. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était vraiment très, très intéressant et très enrichissant. C'est d'ailleurs un des premiers produits financiers, d'après les calculs que tu nous donnes, où la somme des retraites représente de l'ordre de 400 000 € au moment du départ en retraite sur l'étendue de la vie. Il y a un premier produit financier auquel les seniors n'ont pas un accès facile, qui est le crédit, l'emprunt. On n'arrive pas à prêter au-dessus de 70 ans en France. C'est quelque chose d'assez… On avait fait une belle étude à la chaire où on avait comparé l'emprunt dans différents pays d'Europe et on s'apercevait qu'aux Pays-Bas, on pouvait emprunter sans aucune limite d'âge et en France, c'est comprimé. Et là, pourtant, le risque longévité qu'exprimait Marie ne joue pas. Donc, il y a beaucoup de choses à voir dans les panels de produits financiers. Parmi les différentes stratégies qui intéressaient Arnaud Scuderoni, il y en avait une qui lui était après Valor, excusez-moi du peu, Valor étant le navire amiral, bien évidemment, mais après Valor, il y avait une stratégie qui était d'un viager partiel qui avait été développé avec Sophipad, surtout avec Arnaud Jacquillat et avec Jacques-Henri David à travers une solution Sophipad. Jacques-Henri David, on ne le présente plus, c'est un grand financier français, il a été à l'origine d'Oseo et de la BPI et il s'est intéressé à ces questions et il nous fait le bonheur d'être avec nous aujourd'hui. Jacques-Henri David, c'est à vous. Eh bien, merci. Vous m'entendez? Très bien. Bon, alors, écoutez, je suis très content que vous nous donniez, à Arnaud Jacquillat et à moi-même, l'occasion d'évoquer ce petit travail que nous avons fait ensemble, étant entendu que nous avions d'ailleurs eu pas mal de contacts également avec un certain nombre de participants de la chaire. Hein. Donc, d'abord, premièrement, c'est un travail totalement personnel, c'est-à-dire que dans cette affaire, nous ne représentons personne d'autre que nous-mêmes, avec comme seul objectif d'essayer d'être utile à la collectivité et d'ouvrir en quelque sorte des pistes praticables pour adresser le sujet de la dépendance. Ça, c'est mon deuxième point. Notre réflexion a porté sur le problème du financement de la dépendance. Alors, bon, c'est très simple, hein, vous connaissez même mieux le sujet que moi, j'imagine, mais l'allongement de l'espérance de vie joint à des progrès médicaux formidables fait que il y aura de plus en plus de gens âgés et parmi les gens âgés, il y aura de plus en plus de gens dépendants et compte tenu du coût de la dépendance, en fait, nous avons le sentiment qu'on ne pourra pas le financer uniquement sur des ressources publiques. Encore que, si je fais allusion à l'année 2020, apparemment, les contraintes budgétaires ne sont plus celles qu'elles étaient dans le monde d'avant. Mais c'est une parenthèse juste pour plaisanter. Je pense qu'un jour ou l'autre, les contraintes financières, elles finiront par revenir et donc il est clair que les ressources budgétaires ne suffiront pas. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un mécanisme qui soit opérationnel, rapidement opérationnel, simple, et qui permette de financer le reste à charge des personnes dépendantes. On est parti effectivement aussi de l'hypothèse que ces personnes âgées, et j'ai entendu les chiffres qui viennent d'être mentionnés, les ordres de grandeur, qui ajoutent de l'eau à notre moulin,
c'est-à-dire le fait que ces personnes âgées de plus de 70 ans, de 75 ans, avaient un patrimoine notamment immobilier significatif. J'ai bien entendu les 230 000 € de patrimoine moyen pour, si j'ai bien compris, plus de 75 ans dans un ménage où il y a un handicap, quelqu'un d'handicapé. Voilà. Là, sur les 230 000 €, je suis sûr qu'il y a pas mal d'immobilier, mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on mobilise ce patrimoine, notamment immobilier, pour aider au financement du reste à charge des personnes âgées dépendantes. Alors, le système que l'on a proposé, que l'on propose, je dirais à la communauté financière française, aux banques et à l'État, bien sûr, c'est un système assez simple dans lequel on imagine la possibilité d'un financement complémentaire à partir du moment où une personne entre en dépendance. Alors, pourquoi est-ce que nous avons pris cette optique-là? Pour une raison très simple. Je me suis aperçu dans ma vie professionnelle passée et dans ma vie associative passée, d'abord que les personnes n'ont pas envie de souscrire des assurances dépendance quand ils ont 50 ou 60 ans et qu'ils sont en bonne santé, parce que, bon, on verra plus tard, quoi. Pourquoi diable se préoccuper de ce sujet? Ça va coûter. Bon, donc, en fait, on ne le fait pas. En revanche, lorsque l'on entre en dépendance, lorsque quelqu'un dans son entourage entre en dépendance, alors c'est le moment où, je dirais, tout le monde se dit il faut qu'on trouve une solution pour faire en sorte que notre vie ne soit pas complètement renversée, bousculée. Et donc, à ce moment-là, tout le monde est prêt à regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, l'idée, c'est de faire une offre potentielle d'un prêt dépendance par le secteur bancaire au moment où on entre en dépendance. Alors, on peut le prendre ou pas le prendre. Et le montant de l'allocation, alors elle peut être mensuelle, trimestrielle, peu importe, sera fonction du degré de dépendance. Plus on est dépendant, plus l'allocation, plus le montant mensuel ou trimestriel pourra être élevé. L'idée, c'est aussi d'amorcer le dispositif avec un versement qui pourrait, par exemple, être utilisé pour faire quelques travaux de façon à ce que la personne dépendante puisse rester plus longtemps chez elle et pas aller tout de suite en EHPAD. Bref, l'idée, c'est cela. C'est un financement complémentaire aux ressources de retraite, aux ressources diverses de l'intéressé. Il faut que j'aille court, c'est ça? Oui, parce que le temps est pressé. C'est passionnant. Je crois qu'on a compris l'architecture du projet. On la connaissait. Oui. Bon, alors, la logique de tout ça, c'est de faire en sorte que ce soit disponible très vite. Et ça peut être disponible très vite, parce que, à la limite, ça n'est qu'à terme de 5 ans, 7 ans, 10 ans que peut-être il faudra faire fonctionner un fonds de garantie pour couvrir le risque longévité et le risque immobilier. Mais l'idée, c'est un prêt finance à taux quasiment zéro parce que garantie publique avec un petit quelque chose une petite contribution, 1,5%, 1%, 0,5%, un fonds de garantie qui permettra en quelque sorte d'assurer le risque de longévité, on vit plus longtemps qu'on ne pensait, et éventuellement le risque d'insuffisance de patrimoine. Ce risque étant d'ailleurs très faible quand on fait les calculs. Donc voilà en gros l'idée. C'est assez simple. Il faut un établissement public qui assure les financements, les banques assurent la distribution, et l'État garantit en quelque sorte la capacité d'emprunt de l'établissement public qu'on appelle la SOFIPAD. Voilà, c'est un peu bref, j'aurais pu parler beaucoup plus longtemps. Non, c'était très clair. Merci beaucoup. Ce n'est pas très éloigné des autres constructions, mais ça rentre dans le paysage, bien entendu, et c'est très intéressant. Laurent Soula, qui est économiste à la Caisse des dépôts, qu'on connaît bien aussi, qui a beaucoup travaillé avec nous, et la Caisse s'intéresse beaucoup à ces questions qui sont autour de la valorisation des patrimoines. Et on a des partenaires qui sont actifs là-dessus, que vous connaissez tous, comme Virage Viager, qu'on aurait pu inviter aussi à ce table ronde. Laurent, tu peux nous faire un peu ton ressenti un peu sur l'ensemble de ces travaux, et ensuite on donnera la parole à André Masson. Sois bref.
je vais être super bref. En fait, moi, je suis plutôt à la Caisse des dépôts sur l'activité retraite, puisqu'on est aussi un gros gestionnaire de retraite. Donc, mon fonds de commerce, c'est quand même les travaux sur la retraite et donc, par extension, sur la manière dont les gens se projettent dans la retraite, sur les niveaux de vie à la retraite, etc., etc. Donc, je vais effectivement m'inscrire un peu plus là-dedans que directement sur les travaux viagers, mais qui vont être complétés par André, je pense, derrière, puisqu'on en avait un petit peu discuté la semaine dernière. Par rapport à d'autres, voilà. Et donc, qui vont compléter les deux présentations, les deux premières présentations donc de Marie Brière et de Mathilde Viennot sur un peu les niveaux de vie tout au long de la vie et les chocs, longévité, dépendance et l'importance là-dedans de la retraite quand on regarde l'équivalent patrimonial des droits à la retraite. Moi, j'avais en tête les travaux d'Anne Lavigne et du groupe d'Orléans qui avait travaillé là-dessus, donc qui a fait plusieurs papiers qui ouvrait ce champ-là, je connais pas tout, hein, mais qui était assez intéressant et qui montrait l'importance de ces droits à retraite. Donc, je vais revenir sur ces droits à retraite et après, je conclurai sur des travaux qu'on mène avec Luc Arondel sur justement la manière dont les gens se projettent dans la retraite. Sur les données de Pater, principalement, et de l'enquête patrimoine. D'abord, oui, ça a été rappelé, c'est que la retraite moyenne en France en 2008, donc sur le dernier rapport de l'adresse, donc les retraités et les retraites, donc de 2020, est de 1 500 € par mois pour en moyenne sur les 16 millions de retraités en France. Que le niveau de vie moyen des retraités est un peu plus élevé. Alors, ça dépend des mesures de retraitement, des unités de consommation des ménages, etc. Il y a eu un colloque consacré à ça par le corps il y a 2 ans sur le niveau de vie des retraités. Et donc là, je reprends quelques chiffres, mais en gros, le niveau de vie des retraités est à 105,6 en moyenne sur tous les retraités pour 100 pour l'ensemble de la population, ce qui rejoint les chiffres donnés dès le départ. Par contre, il y a une chute de ce niveau de vie avec l'âge. Et à partir de 80 ans, le niveau de vie, plus ou moins 80 ans, le niveau de vie des retraités passe en dessous du niveau de vie moyen de l'ensemble de la population. Donc, il y a un appauvrissement avec l'âge. Et puis, deuxième constat, un petit peu quand même, c'est que si on prend dans l'ensemble, je pense qu'André, c'est une perche que je te tends, hein, c'est si on prend les 60 ans et plus, ils détiennent 60% du patrimoine financier et ils détiennent 60% du patrimoine non financier. Donc voilà, donc le constat, je laisserai André plus là-dessus. Moi, je me suis plus intéressé sur les évolutions par génération et par contre, j'ai pas trouvé de choses très récentes sur les niveaux de pension globaux par année de naissance. Comment ça avait évolué, etc. Il y a un vieux document de travail de Patrick Aubert de l'adresse, mais qui date de 2011. Ce qui est juste intéressant, c'est qu'il y a le pic au niveau du minimum de pension, en fait. Donc, à l'époque, c'est 600 €, autour de 600 €. Et donc, il y a ce pic qui représente 15 à 20% du poids de la génération, qui est là-dessus. Donc, le minimum vital, le minimum retraite qui pèse beaucoup et qui pèse un peu moins avec les générations plus récentes, parce qu'il y a un effet sectoriel dedans sur les salariés agricoles. Et un poids important des salariés agricoles qui sont sur le minimum vieillesse. Donc, qui tente à se diminuer au fil des générations. Autre constat, il y a un INSEE première qui est sorti en début d'année, qui était assez intéressant, qui regardait justement, qui comparait pour les retraités qui sont partis qui ont pris leur retraite, qui ont liquidé leurs droits en 2013, comment ils étaient en 2010 et comment ils sont en 2016, et qui comparaient ça. Et donc, il y a quelques informations intéressantes. Très rapidement, la conclusion principale, c'est qu'il y a une baisse du niveau de vie au passage à la retraite. Enfin, il y a une baisse du niveau de revenu à la retraite,
qui se voit moins quand on regarde en niveau de vie et en unité de consommation. Il y a aussi que, en gros, ce baisse de niveau de vie représente une baisse de 7% pour les femmes, 9% pour les hommes, enfin, baisse du niveau de revenu. Que par contre, pour les 10%, les personnes les plus modestes en 2010, elles ont une augmentation de leur niveau de revenu de 69% entre 2010 et 2016, notamment par des raisons de chômage, de sortie du marché du travail en 2010, alors qu'elles ont des droits à retraite en 2016. Et que les 10% les plus aisés ont, eux, une baisse de revenus de, en moyenne, 27%. Dans l'ensemble, il y a quand même une réduction des inégalités avec le passage à la retraite et notamment dû à tous les mécanismes de solidarité qui sont contenus dans les systèmes de retraite. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, et ce qui rejoint ce qu'a dit Marie Brière, c'est qu'on a 10% des gens qui étaient jugés pauvres, enfin qui étaient pauvres en 2013 avant le passage à la retraite, et il n'y en a plus que 7% en 2016 après le passage à la retraite. Donc il y a un effet réduction de la pauvreté chez les retraités avec le système obligatoire de retraite et la solidarité nationale. Maintenant, derrière ça, il y a donc des disparités et dans le temps, il y a une baisse attendue des taux de remplacement. C'est-à-dire que les générations passées, elles ont un niveau de vie relativement élevé, mais dans le futur, sous l'effet des réformes de retraite attendues, qui sont masquées aujourd'hui par les carrières plus complètes des femmes, et ce qui a été dit, et par la réforme de 2010, qui a eu pour conséquence une petite hausse des pensions, avec le décalage forcé de la durée d'activité. Donc, il y a eu une hausse un petit peu des pensions. Cet effet-là, c'est qu'il y a une baisse attendue des pensions à terme sur l'effet de la dégradation des conditions économiques sur le marché du travail, de l'emploi, et sur l'effet des réformes, tout simplement, notamment les indexations des pensions. Et donc, il y a une attente d'une bascule sur la période 2015-2030, sur notamment les projections du corps, avec les actifs qui redeviennent, qui repassent avec un niveau de vie plus élevé et réciproquement, et avec une situation 2030-2045 plus favorable. Pour compléter ça, quand même, ce qu'on trouve un peu avec Luc, c'est que les gens qui anticipent une baisse de leur taux de remplacement à la retraite ont tendance soit à allonger un peu plus leur durée d'activité. Je compense cette perce. Quand je me projette sur toute ma vie, donc là, sur cycle de vie, j'ai tendance à un peu plus allonger ma durée de vie. Là, il y a des travaux qui montrent que, en gros, les gens allongent de 5 ans par rapport à leur âge désiré de départ, travaillent 5 ans plus longtemps en moyenne pour compenser cette perte. Et le deuxième constat, c'est que il y a une augmentation de l'épargne financière immédiate pour compenser cette épargne future. Ça, c'est des choses qu'on trouve à partir de l'enquête Pater. Et donc, c'est un article qui est en révision en ce moment. Et le dernier point de conclusion qui était une des tables rondes qu'on avait organisées, du colloque qu'on avait organisé l'année dernière, donc Caisse des dépôts, l'Institut des politiques publiques et la chaire économie sociale, protection et société de l'Université de Paris 1. Donc sur retraite et dépendance, c'est que la conclusion majeure, c'est que c'est pas à la retraite de combler effectivement ces risques et notamment le risque vieillesse, parce que ça touche pas tous les retraités et ça touche pas toute la vie à la retraite. Donc, effectivement, le financement, il faut le trouver ailleurs. Ça a commencé à être abordé, mais il faut vraiment le trouver ailleurs. Voilà. Merci, Laurent. C'est très clair et très, très intéressant. André, c'est à toi de réagir. Ce matin, on a eu Jenna Koplos de Yale qui a fait son intervention. Il a mentionné Legacy Tax. Alors là, je me suis dit, André va forcément réagir. À toi, André. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Avec le micro, André. André, on ne t'entend pas. Activé. Voilà. André, on ne t'entend pas. Ah, non. Eh ben, je ne sais pas où c'est.
Désactivez Bon. le son est activé. C'est bon. C'est bon maintenant. C'est bon, voilà, d'accord. Alors bon, moi j'ai beaucoup aimé les interventions précédentes parce que ça, bon, il y a du fond et en plus ça me permet de dégager certains éléments de mon intervention. Donc là j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Juste un point sur le taux de pauvreté des seniors, hein, des gens âgés. Bon, un chiffre simple, la France donc est en deuxième position au sens d'un taux faible derrière les Pays-Bas dans la zone euro. Nous sommes bas. Et deuxièmement, ce taux de pauvreté, donc 18%, a diminué sur les 20 dernières années. Ça n'est pas du tout le cas de la Suède, de l'Allemagne, de l'Angleterre et tout ça. Les Pays-Bas sont devant nous parce qu'ils ont un système de retraite où ils ont une pension de base très élevée. Mais à part ça, c'est nous les meilleurs, entre guillemets. Et en particulier, on a même une pauvreté pour faire un peu de féminisme, parce qu'il y a une intervenante qui disait qu'il n'y avait pas assez de féminisme dans cette conférence. C'est un problème de veuve âgée, mais qu'on a beaucoup moins qu'en Suède parce qu'on a une véritable pension de réversion. Ils ont, eux, une pension d'ajustement. C'est que les femmes doivent hommes comme les hommes, mais du coup, l'effet, c'est qu'elles prennent leur retraite assez tôt, qu'elles ont des petites pensions et un taux de pauvreté élevé des veuves âgées quand elles se retrouvent seules. Donc, la pension de réversion joue un rôle important. Alors maintenant, mon intervention, ça c'était hors montant. Mon intervention, c'est, bon, j'ai une vue restreinte sur la perte d'autonomie des seniors, donc avec presque de la sécheresse de cœur par rapport aux autres interventions qu'il y a eu sur le sujet de la perte d'autonomie. Donc, ce risque, bêtement, après avoir beaucoup baissé jusqu'en 1980 avec la montée de l'État-providence, augmente actuellement avec le recul de la mortalité à âge élevé, le fait que les pensions nettes et les taux de remplacement risquent de se dégrader ou de devenir incertains, et surtout, troisième point, a dû être évoqué, mais je n'ai pas suivi toute la conférence, un soutien de la famille qui est devenu plus aléatoire, et il était gratuit. Pourquoi il est plus aléatoire? Il y a peut-être une montée d'individualisme, mais le plus important, c'est l'éloignement géographique. Et que c'est beaucoup plus difficile d'aider ses parents. Alors, le fil conducteur de mon intervention, c'est André Renaudin, dans un article récent de la revue Risque en septembre 2020, pour avoir le point de vue d'un assureur et pas déraper sur mes considérations et mes lubies de chercheur. Donc, il assiste sur quoi à propos de la prévention de l'autonomie? Il assiste sur la prévention de l'autonomie pour diminuer les coûts et améliorer le bien-être et la continuité de la vie face à un risque de perte d'autonomie dont il insiste sur le fait que c'est un choc brutal, un accident. Donc, ce qu'on veut, c'est lisser tout par rapport à ça, en amont et en aval. Mais ça, la chaire connaît bien. Deuxièmement, avec le retrait des familles, le coût de la dépendance risque de beaucoup augmenter, plus que ce qui a été indiqué dans le rapport Libaud. Et donc, c'est un peu partagé entre l'État, 5e risque, 5e branche, et le marché de l'assurance, en particulier pour lui, les groupements de protection sociale, qui donnerait un suivi personnalisé bien supérieur, etc. Et troisièmement, il est pour un étagement. Donc, il insiste sur le troisième niveau, sur le rôle du patrimoine. Il a des graphiques qui croisent niveau de patrimoine et niveau de dépendance. On va voir comment ça se passe. Donc, le deuxième niveau étant donc la mutualité assurantielle et le premier, la solidarité publique. Donc, je vais insister sur 3 points en liaison à ce que l'article de Renaudin, pour ne pas déraper. Comment financer une vraie assurance dépendance publique? Quels produits financiers adaptés à la dépendance? Et troisièmement, comment financer l'économie, donc les incantations de Bruno Le Maire que l'épargne des ménages devrait servir au financement de l'économie. La première question que pose Renaudin, finalement, c'est pourquoi le 5e risque de sécurité sociale n'intervient pile, risque d'intervenir peut-être demain, mais ce n'est pas encore le cas, et ça traîne depuis 2007. Donc, l'injonction du président Sarkozy. Alors, il y a un problème de mode de financement, et donc je suis d'accord avec lui pour dire que les actifs sont pressurisés et qu'on ne voudrait pas augmenter le coût du travail. Et donc, je reprends sa position, actif, je cotise pour ma retraite, retraité, je me prépare au risque de dépendance. Avec le fait qu'on a deux périodes de retraite, en gros le bel âge du senior repousse avant 75 ans, puis la fragilisation, la période de relégation ou de repli après 75 ans. Donc on peut avoir une période qui finance donc pour les vieux. Et puis alors sa fameuse phrase que tout le monde n'acceptera pas, la mutualité des retraités, sous-entendu que ce soit le public ou le privé, a globalement les moyens de financer le coût de la perte d'autonomie. Pas sur cette position. Et donc, savoir comment cette mutualité est partagée entre le public et le privé. Donc, ma proposition numéro 1, c'est que le 3e âge finance le 4e âge sur le mode de la répartition. Donc, en gros, le complément pour assurer une véritable assurance publique dépendance serait donc assuré par les retraités,
sur le revenu, mais aussi sur leur stock de patrimoine. Je ne recommande pas un ISF dépendance, hein, mais je veux dire que le patrimoine contribue au financement donc, de cette assurance dépendance. Alors pourquoi? Alors, ça a été souligné par les autres intervenants. Donc je reviens sur la règle des 360. La règle des 360, c'est les seniors 60 ans et plus possèdent 60% du patrimoine immobilier, mais aussi, ou du moins non financier, mais aussi 60% du patrimoine financier. Vous allez dire, ce n'est pas ce que donnent les résultats d'enquête. C'est vrai, mais c'est ce qu'on obtient si on réévalue les données d'enquête, comme le fait l'équipe de Piketty, pour avoir des chiffres de moyenne patrimoniale qui correspondent aux données de la comptabilité agrégée nationale. En 2015, le patrimoine moyen était de 400 000 euros par 150 000. Et donc, si on fait ça, on obtient ces résultats-là. Et en particulier, la coupe instantanée selon l'âge n'est plus en forme de Goodman, mais c'est plus ou moins un plateau à partir de 60. Derrière ce contexte, le deuxième contexte, c'est une inégalité croissante du patrimoine au sein des seniors. Ça a déjà été souligné, mais il faut ajouter encore que non seulement elle est croissante, mais l'impact des inégalités de patrimoine à âge élevé, c'est un impact beaucoup plus élevé que jeune. Ça n'est pas des différences de réserve de consommation différées, c'est à un moment donné où, en gros, le patrimoine sert de substitut à un capital humain fragilisé. Donc, je propose cette première mesure donc, pour financer une assurance publique dépendance, donc le socle de base, avec le fait que c'est beaucoup mieux que les journées de solidarité, etc., que les baby boomers commenceraient tout de suite à financer leur dépendance au lieu d'attendre et puis de recevoir juste les fruits. Et puis, ça diminuerait l'épargne de précaution et ça inciterait à la donation aussi, puisque le patrimoine serait taxé. Deuxième question de Renaudin, c'est pourquoi le marché de la dépendance ne décolle pas vraiment depuis 85, 35 ans. Donc, il y a un contrat dépendance Saphir de la G2R Prévoyance en 85, ProBTP de 86. Bon, on a un problème, leur excuse, c'est qu'ils n'arrivent pas à se caler sur une assurance publique qui reste inconnue, et donc de faire un complément. Et puis, le déni des personnes, mais en fait, c'est un marché qui ne marche pas du tout, puisque, en gros, la taille du marché est réduite, moins d'1 milliard d'euros, et je passe sur les défauts de ce marché, les refus élevés d'assurés. En fait, je suis assez d'accord avec Françoise Forette là-dessus. Donc, par rapport à ça, pour la dépendance, en complément de ce qu'a dit Marie, je serais donc, dans la ligne un peu mais différente de ce que dit Jacques-Henri, je serais pour un pré-viager dépendance accordé une fois la dépendance lourde dûment constatée. Effectivement, c'est un produit de mobilisation du patrimoine, pas de liquéfaction. On sait que le pré-viager standard ne marche pas bien, c'est un produit de niche sans avenir, avec des coûts élevés, qui est antifamilial, il n'était proposé par le Crédit Foncier. Le pré-viager dépendance, qui n'a accordé qu'une fois la dépendance dûment constatée, pour une durée limitée. Donc, à ce moment-là, la banque court beaucoup moins le risque que le logement à la vente soit inférieur à la dette cumulée, et donc il accorde de meilleures conditions financières. Ce prêt viager dépendance, donc, c'est un peu différent du prêt Soficat, je n'ai pas le temps de continuer, mais ce n'est pas un partenariat public-privé, c'est vraiment du privé. Alors, comme par hasard, cette proposition est dans le rapport Libaud. La proposition sur l'assurance de base n'est pas dans le rapport Libaud, parce qu'il ne faut pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce type de produit? Donc, un produit de mobilisation, il n'est pas bon pour la prévention, puisqu'en fait, il se déclenche justement quand le risque arrive. Mais il évite ce que j'ai appelé pour les ménages seniors la thésaurisation. Non seulement ils ont une surabondance d'épargne, savings glut, mais en plus, par motif de précaution ou de joy of having, ils le gardent comme ça sous forme d'épargne quasi liquide ou d'assurance vie, plutôt que de consommer, de donner ou investir à long terme. Les produits de liquéfaction du patrimoine dont parle beaucoup la chaire, et donc je parle aussi, donc les viagers, le produit que lançait en particulier Arnaud, donc la Valor, si vous voulez, avant d'anticiper occuper, sont très bien pour la prévention, mais mal adaptés à la dépendance, parce que les seniors vont thésauriser, ils vont mettre leur épargne liquide de côté en prévision de la dépendance. Et donc, on aura peut-être moins d'immobilier, mais plus d'épargne financière inerte, stérile, dit le STERF des économistes, pour financer l'économie, étant donné que les difficultés actuelles de l'intermédiation financière qui est beaucoup trop court-termiste. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Il faut remédier à cette crispation patrimoniale des seniors et orienter l'épargne surabondante et peu risquée des seniors vers le financement de l'économie réelle. Pour qu'ils soient incités à investir dans des nouveaux produits financiers longs
qui seraient placés dans des fonds dédiés au financement d'investissements productifs d'avenir, bien communs de nos sociétés, infrastructures, écologie, énergie nouvelle, R&D, innovation, mais aussi éducation et logement, et par des investisseurs responsables, ça m'en connaît. Il faut une incitation qui comporte un bâton et une carotte. Le bâton serait la surtaxe successorale sélective pour les héritages familiaux en ligne directe. C'est-à-dire, il n'est pas question que les gens veulent devenir les plus riches du cimetière. Je ne toucherai pas aux donations caritatives, etc. Et deuxièmement, ces nouveaux produits financiers que je vous ai décrits beaucoup trop vite pourraient être détenus éventuellement sur 2 générations, puisque ce qu'on voudrait, c'est qu'ils soient détenus minimum sur 25 ans. Donc, il faudrait pouvoir que le fils succède au père ou la mère succède, ou la fille succède à la mère. En résumé, donc, nous avons besoin d'innovation financière forte en matière de perte d'autonomie de la part des banquiers assureurs, mais pas dans les produits de liquéfaction de l'immobilier ou l'assurance dépendance, mais dans le pré-viager dépendance et ces produits financiers longs transgénérationnels. J'ai le droit à une phrase encore? Une petite phrase. Une petite phrase. Pour financer les investissements d'avenir dont j'ai parlé, l'État, on dit souvent, peut avoir recours à un emprunt public. Mais si on veut que les acquéreurs, il faut quand même plutôt qu'ils soient d'abord français et soient les seigneurs aisés de notre pays. Les jeunes, ils ne peuvent pas faire grand-chose, ils investissent dans l'immobilier, etc. Alors, le dispositif que je propose est nécessaire. Il pourrait d'ailleurs prendre la forme, les produits longs pourraient prendre la forme d'une nouvelle assurance vie allongée à 25 ans qui financerait donc la dette spécifique associée à cet emprunt public, plutôt que l'assurance vie actuelle qui finance la dette publique de l'État, et on transférerait les avantages fiscaux en matière de transmission de l'assurance vie actuelle à cette nouvelle assurance vie allongée à 25 ans. Point. Parfait, merci. Ça, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment au cœur de toutes les réflexions qu'on se pose et je te remercie parce que c'est une synthèse très, très habile et qui fait autorité. Il est clair que la question de l'investissement de l'épargne des seniors et de trouver des produits qui les sécurisent est une urgence. On l'a abordé tout au long de la journée avec notamment le concept d'imprévoyance qui comprend l'assurance dépendance et c'est des choses sur lesquelles on reviendra. Je crois que je vais vous remercier tous les 5. On n'a pas le temps de faire un débat parce qu'on a déjà débordé, mais on va refaire une conférence là-dessus avec vous, si vous nous acceptez. On va le faire en hommage à Arnaud aux alentours de février, quand on pourra réouvrir. Et enfin, j'ai une dernière boutade à dire. Il y a un élément de cycle de vie qui m'est apparu en regardant les fonds d'écran de chacun d'entre nous. Plus les gens ont de l'âge, plus ils ont des bibliothèques fournies en livres. Et quand ils sont jeunes, les bibliothèques contiennent des livres essentiels et contiennent quelques bouteilles. Et je me plais à penser que finalement, c'est ça la vieillesse. C'est plein des livres inutiles sont stockés et les bouteilles sont bues. Merci à tous et à très bientôt.